On repart les amis. Alors André, tu as beaucoup travaillé en Chine, avec la Chine, etc. Donc le Premier ministre chinois qui dit à la fin de la semaine dernière, nous sommes à un moment critique. Depuis mars et plus encore en avril, les indicateurs économiques sur l'emploi, la production industrielle, la consommation d'électricité, le transport de marchandises connaissent une baisse marquée. Donc voilà. Et il y a cette statistique dont on avait déjà parlé à la fin de la semaine dernière, que je trouve passionnante, faite par un spécialiste des audits en logistique, qui s'appelle Kima, avec un Q, I-M-A. QIMA, allez voir ça. Donc, en 2019, 61% des demandes d'inspection et d'audit des acheteurs européens et américains concernaient la Chine, part tomber à 47% en 2022. L'Inde passe de 6 à 10%, mais les pays hors Asie, notamment le Mexique, passent de 11 à 20%. C'est un tremblement de terre, ça, je crois, moi, André. C'est un tremblement de terre et c'est surtout quelque chose... Pendant longtemps, la Chine, il y avait cette expression parmi la communauté expatriée, les chambres de commerce européennes ou américaines là-bas, que la Chine marchait sur l'eau. Que voilà, il y avait des prédictions de croissance qui se réalisaient parce qu'aujourd'hui, il y avait également une très grande confiance dans ce gouvernement et ce système totalitaire, mais qui... pour l'économie était très bénéfique. On n'avait qu'à voir les louanges qu'en tressaient la plupart des dirigeants des grandes sociétés internationales. Et en fait, on se rend compte que depuis maintenant quelques années, on a mis du temps à le voir, que la Chine était redevenue ce qu'elle a été pendant très longtemps, très idéologique. C'est-à-dire que le monde de la réelle politique qui était la Chine, et que notamment Deng Xiaoping a été vraiment son artisan, en disant la fameuse phrase sur les souris, je vais pas la répéter. Si, redonne-la, parce que je l'ai plus en tête. Bon, c'était la fameuse phrase, qu'importe la couleur du chat tant qu'il attrape les souris. Tant qu'il attrape les souris. Donc c'était pour dire que la seule chose qui comptait, c'était ce pacte entre le Parti communiste qui concentre tous les pouvoirs et une population à qui on donne en fait une prospérité toujours croissante. Et en fait, depuis maintenant quelques années, notamment avec Xi Jinping, qui pour moi est le fossoyeur de la Chine, en tout cas du succès de la Chine, c'est qu'en fait l'idéologie a repris le dessus. Et je crois que la stratégie zéro Covid a été un révélateur en montrant qu'on était capable de tout sacrifier, et notamment ce que la Chine a mis 30 ans à construire, c'est cette image de havre de paix, de production, où il faisait bon en fait faire des affaires. Et aujourd'hui, le climat parmi les expatriés sur place, ceux qui ont pu y rentrer ou ceux qui y sont encore, qui s'acharnent à y rester parce qu'ils ont leurs affaires, leur famille, etc., il est désastreux. Et ça se transmet dans les chiffres. Et je pense qu'aujourd'hui, l'attractivité qu'ils ont construit vraiment très très patiemment, ça va être extrêmement difficile. Les courbes risquent de plus jamais se croiser. Alors, il y a un effet inertie immense, parce que c'est pas, on l'a bien vu en France, on ne réindustrialise ou on ne désindustrialise pas un pays. Une fois qu'il y a les usines, la supply chain et aussi de plus en plus les consommateurs, c'est extrêmement difficile de sortir d'un pays. Ouais, mais regarde le truc, c'est en ça où le chiffre est dingue. C'est intéressant parce que c'est des pays qui ont... C'est sur 2 ans, 20% de parts de marché quasiment qui sont perdues. Il y a une expression que notamment le Vietnam, qui est en tête parmi ceux qui gagnent avec l'Inde, le Bangladesh, ils avaient toujours une stratégie qui s'appelle China Plus One. Donc, en gros, de dire, oui, la Chine est incontournable, mais de plus en plus, ayez une alternative pour ne pas être entièrement dépendant, pour miser sur nos marchés. Et aujourd'hui, cette stratégie, elle est plus optionnelle, elle est devenue essentielle. Oui, sauf que le Vietnam ne résistera pas à un effondrement de la Chine s'il doit y avoir un effondrement de la Chine. Ils vont être emportés dans le vortex. Je pense que personne, peu de pays résisteront à un effondrement si on a un vrai effondrement. Et il est tout à fait possible. Je veux dire, là, le régime, il a quand même joué avec le feu à Shanghai. Et on sait que les révolutions en Chine, c'est pas des révolutions douces, c'est tranquille. Hein. Alors là, on l'a vu, ils ont un petit peu appris le confinement de Pékin, il a été beaucoup plus light et doux. Alors probablement aussi parce que le nombre de cas a été moins important. Mais je pense que là, le régime joue avec le feu. Et les prochains mois où justement l'idéologie va primer, parce que Xi Jinping veut absolument être réélu pour un 3e mandat, ce qui serait tout à fait historique, eh bien il va s'arc-bouter. Il ne va jamais accepter que
il y a eu une erreur qui a été faite. Et dans ce monde d'incertitude tel qu'on le connaît aujourd'hui, les gens qui sont idéologues et bornés se prennent les murs. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça fascinant. Et là aussi, je pense que ça serait une initiative pour les Français, les Européens, d'aller beaucoup plus fort. Je veux dire, aujourd'hui, on voit bien que les régimes autoritaires passent leur temps à faire des erreurs. Poutine a d'un trait détruit son pays. Tu as raison, je n'avais pas percuté sur le... Et la Chine... Donc le modèle démocratique, lourd, pesant, etc., qui parfois nous embête parce qu'il ne va pas assez vite, il a quand même une puissance, c'est que je pense qu'il évite les aventures, les grosses erreurs. Et je crains aujourd'hui que la Chine en fasse une énorme. Il y a une chose peut-être un dernier point. Vas-y, il y a un débat en ce moment en Allemagne. La page de garde du Spiegel, qui est quand même un des grands magazines, si ce n'est pas le plus respecté, qui titre sur le scandale des usines allemandes. En gros, il titre en disant quel est ce pays épouvantable, je crois que le mot est... Je crois qu'il y a même un mot pire que épouvantable, avec duquel nous sommes devenus dépendants. Donc tout y passe, les Ouïghours, le système totalitaire communiste, le parti, etc. Et on voit que la pression, notamment sur les grands groupes allemands, Volkswagen en premier, qui a une usine dans le Xinjiang, devient immense. Et c'est assez intéressant parce que ce pays qui était justement le pays de la réalité politique, l'Allemagne, est en train de se poser la question à quel point ils se sont évidemment fourvoyés avec la Russie et ils sont aussi devenus terriblement dépendants. Et là, il y a une course contre la montre. Parce qu'en gros, le Spiegel dit la Chine aujourd'hui a encore besoin de nous, mais quand à un moment son marché intérieur deviendra tellement important à l'image des États-Unis, ils pourront nous mettre sous pression un peu comme ils le souhaitent. Juste un petit mot, mais je l'avais déjà fait à la fin de la semaine dernière, parce que j'avais autour de la table aussi d'autres ingénieurs qui vantaient Elisabeth Borne. Tout ça, quand même, c'est le résultat. Alors, peut-être pas ingénieur Angela Merkel, mais en tout cas scientifique, à la tête de l'État. Ça te met quand même dans une situation de dépendance énergétique avec le pire que tu puisses trouver autour de toi, et dans une situation de dépendance industrielle avec le pire que tu puisses trouver autour de toi. Donc, je ne sais pas. Je retiens ce culte de l'ingénieur, André, mais pour diriger un pays, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. D'abord, j'ai peu de culte et j'ai d'abord un culte du long terme. Et moi, je ne peux pas m'empêcher. J'étais un de ceux qui étaient un tout petit peu moins excités quand il y a eu la célébration du départ d'Angela Merkel. Rappelez-vous. Ah non, je ne voulais pas qu'on reparte là-dessus. On repart là-dessus. Ah bah oui, bien sûr. Mais je voulais pas qu'on reparte là-dessus. Aujourd'hui, simplement... oui, on peut être ingénieur et manquer totalement de vision. Et c'est ça le cas de cette chancelière. Nicolas ? Mais pour la Chine, est-ce qu'on peut être ingénieur et manquer totalement de vision? Je citais Marcel Dassault pour ceux qui n'écoutent pas tous les jours, et pardon pour ceux qui écoutent tous les jours. Il y a plusieurs moyens de se ruiner. Le jeu, les femmes, le plus sûr reste les ingénieurs. Voilà. Là, l'inspection des finances, on a fait les ingénieurs. Moi, c'est économie de commerce. Non, mais pour revenir sur la Chine, quand j'interroge autour de moi là, les chefs d'entreprise qui ont des activités en Chine, des chaînes logistiques, en fait, ils sont tous effarés parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais. Et quand on parlait de la fenêtre de l'automne, assez tous voient des formes de pénuries diverses et variées, pas forcément la pénurie du blé, on ne parle pas de ça, mais de pièces logistiques, etc., qui vont arriver relativement vite. Ils ont un autre problème, c'est qu'en fait, les Occidentaux, donc leurs équipes qu'ils envoient là-bas pour pouvoir contrôler un petit peu, etc., il n'y a plus personne qui veut y aller. Mais bien sûr. Parce que se retrouver coffré pendant un mois, ou même avec ses enfants qui ont 5 ans, qui sont envoyés directement, enfin c'est juste des traumatismes que personne ne veut vivre, même avec un bon salaire. Donc ils sont en train de perdre le contrôle aussi de leurs implantations en Chine, et ça va relativement vite. Donc en fait, ces signaux-là sont assez inquiétants, et quand on voit, j'imagine que vous avez vu les images des tankers qui sont au large de Shanghai, je ne sais plus combien, 500 000, enfin c'est un autre truc qui est complètement effarant, qui justifie au passage les chiffres, parce qu'il n'y a plus personne qui bosse dans le bord de Shanghai comme un numéro 1 mondial. Là, on refait l'exercice de la dépendance, hein, et effectivement, le parallèle avec la Russie, je suis dépendant du pétrole, je suis dépendant des chaînes logistiques et de la Chine, ça remet sur la table assez rapidement des sujets
sujet de souveraineté et d'être capable de maîtriser au minimum ses boulons et ses masques, et puis de l'autre côté, d'avoir un minimum d'énergie. Mais ça veut dire qu'il y a une chance historique à saisir. Pour moi, c'est une chance incroyable. Enfin, moi, je suis plutôt partisan de la souveraineté depuis un long moment. Avant, c'était plutôt taxé de nationalisme et de plein de choses. Aujourd'hui, on a réalisé avec des éléments tangibles comme les masques, comme on va le réaliser avec plein de petites pièces logistiques, comme on est en train de réaliser avec notre nucléaire versus le pétrole, comme on va le réaliser avec le blé cet été, parce qu'il va nous emmerder avec le blé maintenant. Donc, il faut maîtriser son armée, il faut maîtriser son énergie, et il faut maîtriser sur sa bouffe. Sinon, il n'y a pas de croissance possible, il n'y a pas de boîte qu'on peut faire tourner. Donc, c'est des basiques qu'on a oubliés dans la mondialisation. Mais cette démondialisation dont Davos a acté clairement l'acte de décès cette fois-ci. Oui, enfin, c'était peut-être aussi l'acte de décès de Davos, d'ailleurs, soit dit en passant, mais je referme la parenthèse. Voilà, mais puisque Davos était le symbole de la mondialisation, merci les gars, on n'a plus besoin de vous. Ouais, voilà, il y a eu ça un peu. Ouais. Au moins, on peut réaborder des sujets de façon un peu pragmatique et de reparler de façon industrielle, la façon dont on s'équipe sur tous ces éléments-là, quoi. Et plutôt que de rêver d'aller faire écosser nos petits pois en Chine. Et Raison de plus, parce que tout revient là. Souveraineté financière, budgétaire, c'est la première. Donc, raison de plus pour revenir sur réforme des retraites. Oui, bien sûr, et avoir les moyens de financer un modèle social qui ne pèse pas à 100% sur le travail. Et retrouver de la compétitivité. Ce dont on parle, je trouve pas assez, c'est que les États-Unis aujourd'hui poussent leurs avantages sur tous ces sujets-là. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire, là, Joe Biden a rompu un tabou. Alors, on parlait de la Chine vis-à-vis de Taïwan, en disant pour la première fois, il est sorti de l'ambiguïté stratégique en disant si Taïwan est attaqué, nous défendrons militairement. Ça, c'est vraiment majeur. C'est un tremblement de terre en diplomatie parce que je pense qu'ils sentent que aujourd'hui, leur autre grand rival, leur principal rival, la Chine, est en position de faiblesse. Donc à nouveau, je pense, opportunité historique pour les Européens de pousser aussi nos feux, comme le font, je trouve, aujourd'hui les États-Unis. Alors on voit l'aspect très négatif de la civilisation américaine avec ce qui s'est passé dans les écoles, et peut-être avec un président américain qui est beaucoup moins flamboyant que le nôtre, mais il faut voir ce qu'ils font en termes de rapatriement des structures de semi-conducteurs, de consolidation et de réglementation de leur et là c'est pas juste des coups de menton comme on les voit beaucoup à Bruxelles vis-à-vis des GAFA, mais ils essayent véritablement de les mettre au pas et en tout cas au service de leur économie. Et on voit ce qui se passe de manière militaire. Regardez, en militaire, je veux dire, ils poussent leur avantage en déversant 30 milliards d'euros sur l'Ukraine, 30 milliards de dollars. Où c'est quand même une guerre européenne. Nous, on est en sommet là, en train de se gratter la tête pour savoir si on va leur donner 4 ou 5 milliards. Et sans doute, on ne va pas leur donner, on va faire des prêts, parce que si on leur donne, alors ça voudrait dire qu'ils sont insolvables, donc on va essayer de faire des prêts, etc. C'est ça, les débats là, aujourd'hui, à Bruxelles, c'est ça. L'Allemagne n'a pas livré une seule arme à l'Ukraine, semble-t-il. C'est vrai, ça. Ouais, j'ai lu ça, effectivement, qu'ils appuient sur le frein, notamment sur leur char... comment il s'appelle, Tigre, je crois, le char allemand. Léopard, voilà. C'est l'autre. Ils sont sur le frein, mais surtout, ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bundeswehr est une des armées les moins opérationnelles du monde. Alors qu'elle a un budget supérieur à la France. Non, on est sauvé, on a un ministre de la souveraineté maintenant, donc... on en a plusieurs. On en a deux. On en a plusieurs, oui. On en a deux. Souveraineté alimentaire et Bruno Le Maire. Il a double souveraineté d'ailleurs, numérique et industrielle. En plus, avoir un ministère de la souveraineté énergétique dans un gouvernement dirigé par une femme qui a acté la fermeture de Fessenheim, c'est fantastique. Bon, c'était pas elle directement, mais c'est... Mais si, c'était elle directement. Non, mais c'est pas elle qui a décidé. Comment ça, c'est pas elle qui a décidé? C'est Macron qui a décidé. Macron qui a décidé. D'accord. Mais c'était elle, il faut le rappeler. Non, mais il faut le rappeler. Sur cette question... Il est dur, Erwan, il est dur. Non, mais excuse-moi. Non, mais enfin, quand même, tu parlais de vision de... Enfin, tu vois, c'est à 800. Pour un plat de lentilles, Fessenheim, quand même. Hein. Pour un plat de lentilles. 1,8 gigawatts. Hein. Et c'est comme le projet, enfin ça me rappelait, c'est pas la première erreur, le projet Super Phénix, on l'avait aussi arrêté pour des raisons d'accord entre les socialistes et les Verts. Donc c'est Dominique Voynet à l'époque, la regrettée Dominique Voynet. Pour gagner quelques circonscriptions, c'est ça aussi moi ce qui me, enfin c'est, mais bon. Et beaucoup plus récemment, il y a eu Gérard Mestrallet avait dit juste un mot parce que je suis dans les mots là en ce moment, voilà. Au moment de la fermeture de Super Phénix, Gérard Mestrallet avait dit on brûle la bibliothèque d'Alexandrie. Très belle phrase. Ouais. Tellement on était en avance, tellement il y avait en fait de potentiel de recherche et de découverte au sein de Super Phénix.
Ouais. Et beaucoup plus récemment, on a arrêté, on ne sait pas pourquoi, quand on demande au CEA exactement pourquoi ils ont arrêté, il y avait un projet de petits réacteurs modulaires, qui est aussi une des nouvelles générations. Ça a été arrêté il y a 2 ans. Personne n'est vraiment capable de vous dire pourquoi. Donc on revient sur l'absence de vision. Il y a une perte de compétences. C'était l'ATMEA, c'est ça à l'époque, je crois que c'est ça. Que d'ailleurs Mestralet avait essayé à l'époque où il dirigeait GDF Suez, avait essayé de... Il y a une perte de compétences, mais c'est pour ça que le sujet souveraineté, moi je considère comme Nicolas que c'est pas un gros mot. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on parle de souveraineté, quand les politiques nous parlent de souveraineté, pour eux, c'est de l'autarcie au niveau national. Tiens, attends, non, on va vous mettre l'image qui va vous plaire, là. Je sais que... le cloud à la française. Oh, ça, André, quand tu as vu ça. C'est Google qui s'est acheté des pleines pages dans la presse. Donc ça s'appelle Cloud à la française. La réalité, donc, c'est qu'en fait, Google, mais peut-être tu vas pouvoir nous expliquer ça, André, ouvre une région cloud en France. Et donc, il l'explique, c'est plus de proximité avec nos équipes, moins de latence, plus de disponibilité, mais c'est aussi plus de services au service des organisations françaises. Et surtout, dit Google, ça va bien au-delà de la simple localisation des données. Personnalisée et évolutive, notre approche a été spécialement pensée pour ceux qui doivent faire face à des exigences fortes en matière de conformité, localisation des données et autres réglementations spécifiques à la France et à la zone euro. Voilà, c'est Google qui fait le cloud à la française. Allez les bleus. On parle de souveraineté là. Bon, vas-y, André. C'est pas forcément évident d'expliquer de manière très simple, mais en gros, on voit bien que dans tous les mots, là, on est vraiment dans les éléments de langage. Total. Tout ça, ça fait plaisir aux responsables politiques qui ne vont pas forcément rentrer dans le détail technique, parce que c'est des sujets compliqués. Donc c'est pour ça, moi je me félicite quand il y ait plus d'ingénieurs, parce qu'on est quand même dans un monde où les sujets sont par définition compliqués. Et là je rejoins Nicolas, effectivement, si on n'a personne en sparring partner qui peut contester ça, on va se laisser avoir par ces jolis mots. Ça c'est une chose. La deuxième chose, réglementation. On a mis des barrières réglementaires telles, ça c'est pas juste au niveau français ou au niveau européen, qu'en fait, indirectement, alors qu'il y avait plutôt une bonne intention, on a rendu les choses beaucoup plus compliquées pour les petits acteurs. Exactement. Et donc il n'y a que les grands acteurs qui sont capables d'être conformes, parce que pour être... RGPD, DSA, DMA, etc. Aujourd'hui, le RGPD, qui est un tabou européen, qu'on considère... Il y a même une jeune femme qui est une amie en plus, qui a écrit un livre qui s'est arraché à Bruxelles, qui s'appelle « L'effet bruxellois », le Brussels Effect. Mais ça flatte les décideurs européens, mais c'est dangereux parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et c'est que non, l'Europe, elle a créé des barrières à l'entrée pour les petits acteurs qui sont souvent les Européens. Et la dernière chose, c'est en fait, ça masque aussi le fait qu'il n'y ait pas d'alternative. Donc aujourd'hui, ces GAFA se rentrent finalement comme dans du beurre, parce qu'il n'y a pas d'alternative européenne. Alors on va vous dire, et on revient même sur le sujet chinois, c'est finalement assez proche, oui, mais on ne peut pas tout de suite couper les ponts avec la Chine parce que nos entreprises en ont besoin. Mais c'est là où on a besoin du politique qui va, lui, par exemple, par ses politiques d'achat, privilégier des nouveaux acteurs. Si ça ne démarre pas par les achats publics, ça va jamais démarrer évidemment par le secteur privé, à qui on ne peut pas demander d'aller sur des solutions qui aujourd'hui sont un peu moins bonnes. Et enfin, dernière chose, un aspect retard. D'ailleurs, on est encore très dans le cloud sur l'aspect stockage, base data center. Alors, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la couche logicielle de cybersécurité, etc., qui joue. Et là-dessus, on revient sur le sujet des talents. C'est que si on permet... moi, je le dis, je crois que je l'ai déjà dit avec toi, Stéphane, c'est quand on attire des Google, des Microsoft et des Intel chez nous, on est très content. Business France fait des cocoricots parce qu'on a attiré 2000 emplois, mais ces 2000 emplois, c'est pas de la création nette, parce que ces 2000 emplois, de toute façon, seraient employables ailleurs. Donc, c'est des vases communicants. Par contre, ça empêche nos propres startups et nos propres entreprises d'avoir accès aux meilleurs talents. Donc là aussi, il faut que nos politiques publiques, elles se mettent au goût du jour. L'attraction, le pur descriptif que fait le patron de Business France tous les mois en disant « Regardez, on a attiré tel ou... »
en tout cas dans le domaine de la tech, pour moi, c'est plutôt destructeur de valeur pour la France. Patron de Business France qui, a priori, sait de quoi il parle dans le domaine de la tech. On rappelle, c'est Pascal Cagny, l'ancien patron d'Apple Europe. Oui, mais je pense que là-dessus, il faut qu'il se mette au... Je crois qu'il en est parfaitement conscient. Je pense aussi, parce qu'il est très intelligent. C'est ce qu'on peut reprocher finalement à notre présidente, parce que comme c'est un gars qui est plutôt jeune, qui a été ministre de la French Tech, qui comprend les choses, qui est entouré de gens qui peuvent lui expliquer et qui, lui, a un âge pour pouvoir se projeter dans la mise en œuvre de tout ça, aller au-delà simplement du plan intelligence artificielle à 2 milliards ou du France 2030, c'était de mettre des grands caps. Et comme il est énarque et que le raisonnement un peu... Il n'est pas énarque Non, il n'est pas énarque. Si, il est énarque, Macron. Bien sûr. D'accord. Inspecteur des finances, il devrait être au Trésor. Qu'est-ce qu'il a raté alors? Mais je pense qu'il avait raté un truc. Non, c'est pas l'ENS qui l'a raté. Bon, pardon, Nicolas, vas-y, continue, excuse-moi. Là, on avait l'opportunité de faire des grands projets, des grands projets concrets. En plus, il a une démarche de banquier d'affaires, donc de sociétés privées, analytique, sans faire nécessairement un grand plan. Et donc là, on l'attend là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il lui manque un sparring partner pour arriver à échanger là-dessus, ou si juste qu'ils ne bossent pas, ou qu'ils sont juste en train d'administrer le présent, ils sont pris dans le présent. Mais là, on peut vraiment lui reprocher de ne pas nous emmener dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux, parce que pour le coup, il a le même âge que nous, il va le vivre. Erwan, souveraineté, le cloud à la française, on peut se le remettre, là, le cloud à la française, histoire de se faire mal à l'image. Mais voilà, tu parles de souveraineté, il y a celle-là et la souveraineté budgétaire, les deux grandes souverainetés en fait dont dépendent toutes les autres. Et tu es très très loin, quoi. Voilà. Tu es très très loin. Après, petite remarque, le problème c'est que de le côté de l'usager, quand tu fais confiance à des solutions françaises, nous par exemple, tu prends OVH par exemple, tu prends le risque qu'une fois tous les mois tu perdes une journée de productivité. Donc, c'est ce qui se passe réellement franchement, c'est une catastrophe. Nous on reste chez eux parce que c'est super, mais parce que c'est français, parce que voilà, faut suivre les actes et tout, mais c'est un jour par mois ça fonctionne plus. C'est un apostolat en fait que de soutenir les solutions françaises. Non, mais après il faut le faire parce que c'est aussi comme ça qu'elles apprennent, c'est aussi comme ça qu'elles font les erreurs. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais le problème c'est qu'après il y a aussi une question d'efficacité et tu as une vraie dépendance aujourd'hui à Google. J'avais vu un chiffre qui disait que c'était 50% des entreprises françaises qui dépendent directement de Google pour leur service de messagerie ou leur comptabilité. Quand tu prends toutes les micro-entreprises. Si tu fais Google plus Microsoft, je pense que... Et puis tu as une doctrine aussi à casser maintenant. Je pense que c'est l'étape suivante, c'est entre la souveraineté française et la souveraineté européenne. Combien de fois on a discuté dans les ministères, on ne peut pas le faire, c'est l'Europe qui a dit, etc. Enfin, on se botte on se renvoie la balle, on botte en touche, et du coup, au final, on n'avance pas et on justifie toujours que c'est de la faute de l'autre. Là, aujourd'hui, quand on voit les autres pays comme l'Allemagne ou d'autres pays européens qui ont une souveraineté nationale et qui ont leurs projets nationaux, moi, je pense qu'on devrait commencer à raisonner comme ça. Et c'est pas un mal, c'est pas des vilains mots. C'est une souveraineté française. Et puis ensuite, on va voir à l'Europe pour compléter, pour aller chercher ce dont on a besoin, l'effet volume, et ainsi de suite. Mais se dire qu'on défend nos intérêts, ça me paraît plus que jamais nécessaire et incontournable. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Non, c'est pas du tout une position de... Mais c'est intéressant, c'est un très bon débat. Ce que j'ai vu à l'expérience, notamment sur tout ce qui est innovation de rupture, c'est qu'une fois qu'on a des stratégies françaises, des stratégies allemandes, c'est extrêmement difficile parce qu'on aura créé des entités, des organisations, et c'est très difficile en fait de créer ce que les Allemands appellent le Schulterschluss, c'est-à-dire le fait qu'on mette des épaules ensemble. Une fois que vous avez des structures, c'est difficile. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué de créer quelque chose au niveau européen. Pour revenir sur ce que disait Erwan, c'est justement pas à l'usager. Je trouve qu'il y a une politique qu'on ne met pas du tout en œuvre, qui est la politique d'achat public. Donc c'est aux administrations. C'est aux administrations de tester ça, parce qu'en plus, elles ont tout de suite l'échelle qu'il faut pour éviter que ça tombe sur des structures plus ou moins petites à qui on ne peut pas demander de faire... à nouveau, c'est à l'État de travailler sur l'innovation de rupture, c'est à l'État de faire les premières expérimentations. On ne peut pas demander ça aux entreprises privées de le faire. Et peut-être juste sur un point sur ce que disait Nicolas sur l'aspect vision. On a la vision. Je trouve que France 2030, c'est quand même un essai pour la première fois d'avoir des priorités. Moi, ce qui me désole, c'est que dans le papier, à la fin, on ne peut pas s'empêcher de dire oui, mais les fonds seront gérés par les 4 opérateurs de l'État, l'ANR, l'ADEME, la Caisse des dépôts et la BPI. Alors
peut-être à la petite exception de la BPI, même si elle a un peu monopolisé tout l'argent public sur l'innovation, les 3 autres, ça se saurait si elles avaient un track record. C'est une catastrophe. J'avais raté ça. Non, mais que c'était ces 4 agences qui allaient gérer... On n'arrive pas à sortir du schéma et il faudrait quand même... il faudrait avoir une politique de l'impact. Le cloud, en 2017, 30% de part de marché des acteurs européens. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc en 5 ans, ça a été divisé par 2. Donc ça veut dire que notre méthode actuelle, elle ne marche pas. Ça vaut les 17 milliards d'Erwan, ça. 30%, il y a combien de temps, tu dis 2017. 2017. Alors ça n'a rien à voir avec le mandat de Non, bien sûr. Mais non, c'est dire, en 5 ans, on n'est pas... Et la première les part autres de se marché... bougent, quoi. Et là, on est tombé à 15. Elle est à autour de 1%, c'est OVH. Et c'est en Europe, c'est communauté, enfin les 27. Union européenne. Union européenne. 27. Juste pour terminer, non, j'ai appris un truc, tu vois, tu parlais, juste je l'ai appris ce matin là dans la tribune, je n'étais pas au courant. Le fameux projet de drone européen, avec Airbus en tête de gondole. Déjà, il coûte un prix faramineux par rapport à ce qu'on voit en Ukraine. Mais en plus, c'est General Electric qui va faire le moteur, tu vois. Ah, voilà. Le drone européen, tu vois. On demandera l'autorisation aux Américains pour pouvoir les envoyer contre... Alors Thierry Breton a écrit une belle lettre en disant « Oui, mais nous allons faire en sorte qu'il n'y ait aucune servitude sur ce moteur. » Alors à la défense, une fois de Thierry Breton, non, il a pour la première fois dit on pourrait retirer le financement européen à cause de cette motorisation. Mais là aussi, je veux dire, ce projet doit être tué immédiatement. Immédiatement. Je veux dire, on a quand même un drone qui s'appelle un drone MALE. Qui est MALE. Voilà. Donc altitude moyenne et longue endurance, c'est ça que veut dire MALE, qui est assez proche d'un autre drone MALE dont on entend beaucoup parler en Ukraine en ce moment, c'est le fameux Bayraktar, qui est le drone turc. Bayraktar, on estime qu'il vaut entre 2 et 3 millions de dollars pièce. Absolument. Là, l'Eurodrone, il coûtera 100 millions. Absolument. Pour faire, oui, bien sûr, il sera mieux, il fera papa-maman, il sera... Mais en plus... Ils ne voudront pas s'en servir, les mecs. Ils ne voudront pas s'en servir, exactement. Tandis que le drone ukrainien, on voit bien qu'il est redoutablement efficace. Ça, c'est ce genre de décision forte qui pourrait créer des secousses sur notre manière d'acheter, notre manière de transformer. Ben non, on tergiverse. Et en plus, je pense qu'on contamine la politique franco-allemande, parce que tous ceux qui voient ça voient que les projets franco-allemands, mais ça aboutit à ce genre de catastrophe. Donc en plus, ça a un effet pervers à multiples niveaux. Allez, juste 5 minutes, mais Nicolas, je ne sais pas si... Ça m'a beaucoup intéressé. Donc Google, c'était la semaine dernière, conférence de présentation, en gros, des projets de Google. Et Google dit, alors ils ne le disent pas comme ça, mais pour aller vite, nous, le métaverse, on n'y croit pas vraiment. On pense plutôt à une réalité augmentée au contact du réel. On comprend bien ce que c'est, réalité augmentée, on en avait beaucoup parlé. Vous nous construisez des mondes virtuels. Non, nous, on va prendre tout le potentiel de la technologie, mais pour vous apporter des informations en temps réel, au contact du réel. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Nicolas ? On retrouve bien l'esprit pragmatique de Google qui part du concret et qui crée des services pour améliorer le quotidien des gens. Là où l'ambition de Zuckerberg est complètement en XXL, c'est un monde virtuel où on recrée un monde virtuel. Mais à part les gamers qui passent leur journée dans un monde virtuel, toi et moi, on ne passe pas notre monde dans un monde virtuel. En revanche, si on a des services demain où notre Google Maps est amélioré, où on voit encore mieux dans sa voiture, où il faut tourner à droite, à gauche, etc., bah oui, alors là, on appuie sur le bouton tout de suite. Et d'ailleurs, dans l'article, Google, on revient sur l'échec des lunettes de Google. À un moment donné, on s'amusait avec ces lunettes, mais donc qui sont hyper riches, qui sont hyper intéressantes. Mais la réalité, c'est que personne n'a envie de se balader avec des lunettes comme ça, donc personne n'a envie d'être dans ce monde pseudo-virtuel. En revanche, d'un point de vue concret, si demain, moi je suis un grand fan de cyclisme, vous mettez sur mes lunettes aux clés des systèmes qui me permettent de calculer ma vitesse, toutes mes données de compteur sont dedans, et puis me signale le danger, me signale la voiture, etc., je signe, j'y vais, parce que ça fait partie des trucs où on peut avoir des lunettes un peu bizarres, et on est dans l'amélioration du service. Et donc je pense que Google a retenu l'échec de ces lunettes, revient au réel. Et en fait, déjà, avec un paquet de ces applications de Google Maps, de Google Lens, dont on ne parle pas assez, mais qui est phénoménal. Et puis aussi toute leur domotique. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la maison. Ils ont compris qu'il fallait rester
étape après étape, des petits pas de souris pour pouvoir convaincre le consommateur de basculer un peu plus dans la technologie. Et le pas de géant de Zuckerberg est sûrement très visionnaire, mais c'est un peu comme Second Life il y a 20 ans. C'est très visionnaire. Holistique. Mais c'est un monde qu'il veut construire. Voilà, on ne se sent pas concerné. Et je ne pense pas que demain, si demain, moi, ces lunettes-là sur mon vélo, ça m'intéresse, m'acheter un terrain dans le métaverse pour pouvoir... mais on va te répondre, c'est parce que tu es trop vieux déjà. Sûrement, j'en ai moins de besoin tout de suite. Là. André, très vite, il nous reste... Je partage ce point de vue et je pense que tout ce monde nouveau de la donnée qui hybride, en fait. Il faut bien voir, depuis 2 ans, on est quand même rentré de plein pied, contraint et forcé à cause de la pandémie, dans ce monde hybride. Et c'est ça, la vraie force. Et si on pense un petit peu ce qui anime nos valeurs françaises et européennes, il y a quand même encore ce contact, ce concept de faire société, de ne pas être totalement dans l'individualiste. À nouveau, c'est nous qui devrions être là-dedans. Et on va se retrouver... Tu veux dire nous, Européens ? Nous, Européens. Et on va se retrouver à nouveau avec un Google et un Apple qui aujourd'hui deviennent les héros, H-E-R-A-U-L-T, de la vie privée. Et demain, Google qui va finalement apporter des services dont on a besoin et qui correspondent à qui nous sommes, où on a besoin de contact physique, mais aussi d'étendre notre univers. Et dans ce monde de la donnée qui... Aujourd'hui, on a dépassé le stade cognitif où on comprend toutes les informations qui nous arrivent. Donc cette réalité augmentée va nous permettre de trier. C'est ce que font déjà les pilotes de chasse et on va le voir de plus en plus avec les informations qui viennent d'un Stéphane Soumier, mais de plein d'autres mondes aussi également. J'aime bien que tu me compares à un pilote de chasse, ça me va. Erwan, un mot de conclusion. C'est dans l'actualité. Oui, voilà. Maverick. Non, mais ça Stéphane. Attends, et tu sais, le truc, c'est un tweet qui est passé qui est absolument génial. Donc on avait, alors moi en l'occurrence 19 ans, voilà, on a pris 25 kilos, des cheveux blancs. Tom Cruise, lui, il a juste changé de moto. J'adore. Erwan, un mot de conclusion. Non, tout a été dit, mais ce qui est fascinant, c'est que c'est un changement civilisationnel total, ce qu'on est en train de vivre là-dessus. Là, on a 2 chemins différents qui nous amènent. Exactement. Sur le côté métaverse, il y a énormément de papier. Moi, ce qui m'inquiète, c'est là-dessus, comme dit André, c'est m'inquiète qu'on ne soit pas dessus, mais surtout d'un point de vue philosophique et anthropologique. Les Américains vous avez beaucoup de papiers qui sont publiés même dans la littérature académique ou dans la littérature grand public, justement sur les conséquences du métaverse, sur la transformation de la cognition, du psyché, etc. En France, ça a été très bien enseigné par Bruno Patino qui montre comment est-ce que les notifications Twitter sont en train de transformer complètement la cognition de nos jeunes. Donc, sur un game changer comme ça, moi, je m'inquiète qu'on n'ait pas justement des penseurs et des intellectuels qui s'intéressent déjà à ce sujet-là avant de le faire d'un point de vue technique. Parce que peut-être que si on met un holà humaniste, on va dire, pas d'une tradition humaniste, on pourra se dire, ça sert à rien de le faire d'un point de vue c'est peut-être une on est au bout, les amis. On est au bout. Non, mais peut-être juste un point. Ça, c'est un sujet pour la French. On accuse d'être trop techno-parisiano, bobo. Ça serait un sujet où on pourrait intégrer à la fois nos valeurs et des sujets réellement technologiques. Et là, les Américains sont devant nous. Ce qui bouillonne dans la Silicon Valley est assez incroyable. Avec un mot que j'ai lu pour la première fois pour qualifier nos jeunes gens, nos adolescents, les adolécrans. Ouais. Je trouvais que c'était une belle création sémantique. Terrible, mais... Les adolécrans. À demain, chers amis. À demain, donc, pour de nouveaux débats sur Bismart.